Tonus. Comment ça va, Arnaud? Salut à tous, bah écoute, ça fait plaisir d'être avec vous. Ça va bien, un petit peu en vacances ces temps, donc tranquillo, tranquillo. Bon, Ça veut dire quoi en vacances pour Arnaud Tonus? C'est vacances sur le canapé à manger des chips ou quand même il y a un peu de sport, un petit peu moto? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Ouais, bon, chips pas trop, mais raclette plutôt, on est fan de fromage, donc on enquille un peu les raclettes au début. Puis après quelques jours, en fait, ça manque d'être actif et tout ça, donc il y a en général 4 5 jours où on fait vraiment repos, puis après on reprend un peu de vélo, un peu de fun, et puis plus ça la cool, mais le sport s'arrête pas vraiment, quoi. ouais, tu continues dans tous les cas. Tu as jamais une coupure complète où tu te dis, bon, je pars 2 semaines aller en vacances, vraiment loin. Bon, cette année, c'est un peu compliqué pour les vacances, mais d'habitude, il n'y a pas une coupure vraiment où tu veux plus entendre parler de moto. Bah ouais, comme je dis au début, c'est toujours comme ça. Au début, les quelques premiers jours, tu as vraiment envie de rien faire. Puis après, quand tu manges trop de fromage, tu te dis, je vais quand même dépenser un peu des calories. Mais c'est naturel en fait. C'est pas forcément que je me dis, je dois faire ça ou ça. C'est plus que ça me fait plaisir en fait de bouger un peu, quoi. J'ai pas envie de trop abuser du canapé, quoi. C'est juste que voilà, j'aime bien être actif. Tu, Mais tu nous as dit, tu nous as dit tout à l'heure, un petit peu en off, juste avant qu'on se mette en live, que tu faisais du VTT électrique. Alors c'est assez intéressant parce que c'est souvent un sujet de débat, hein. Il y en a qui sont vraiment anti-VTT électrique. Souvent, ce sont ceux qui n'ont jamais essayé. Parce ouais, que pour avoir essayé vraiment à tous les niveaux, je pense qu'on peut prendre du plaisir. Mais est-ce que pour un sportif de haut niveau, ça peut servir dans la préparation? ouais, carrément. Ouais. Surtout pour un crossman, c'est des sensations qu'on retrouve un peu en moto. On a des meilleures suspensions, c'est un petit peu plus lourd que le vélo, le VTT normal. Et puis surtout, ce qui est cool, c'est que tu peux découvrir des spots que tu vas pas en VTT normal, quoi. Nous, on a un peu des montagnes dans le coin en Suisse et c'est super, quoi. Tu découvres des nouveaux paysages. Ça, en même temps, ça t'évade un peu mentalement. Tu as l'impression de faire vraiment quelque chose de nouveau. Et puis, comme tu dis, je pense qu'en fonction du mode que tu fais et puis du dénivelé, tu as moyen de t'entraîner fort. Donc, moi, j'étais un peu pareil. En fait, au début, je dis, ouais, VTT électrique, c'est pour les vieux et tout. Et en fait, j'ai été une fois avec mon père et j'arrivais à peine à le suivre, quoi, parce que lui, il en faisait depuis un moment et puis il pédalait fort. Et du coup, en fait, il y a moyen de se mettre dans le dur, la même chose, quoi. Faut juste trouver un peu de dénivelé, c'est clair. Ça, du coup, tu le réserves à l'intersaison ou tu en fais quand même un peu pendant la saison? Je pense notamment au récup, tu sais, le lundi après course. Ouais, on le fait depuis cette année, en fait. Jusqu'à maintenant, j'en faisais pas trop, mais là, c'est devenu un peu plus fréquent, on va dire. Et à Arco, on en a fait pas mal. On était une petite équipe. On était il y avait Clément de Salle, on était avec Valentin Guillot. Et puis, il y avait mon père aussi, un autre ami suisse. Donc, on était une petite équipe. On se faisait nos sorties VTT électriques. Puis, il y a moyen ouais, de se faire plaisir. Si on veut faire de la récup, bah, tu mets un peu plus d'assistance. Donc, c'est nickel. Tu gères ton effort comme tu veux, quoi. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir fait justement ces grands prix, hein, tu vois, tu parles d'Arco, trois grands prix dans la même semaine, je pense qu'il y a des avantages, des inconvénients. Est-ce que justement le fait de rester sur place et de pouvoir faire ben, son sport sur place et tout ça, ça fait partie des avantages? Ouais, carrément. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas trop de voyages entre deux. Ça permet de rester aussi dans une dynamique de course où tu fais ta récup et puis tu te prépares direct pour la course d'après. Je trouve que c'était bien. Après, il faut être en forme. Si tu es un petit peu en dedans ou que des petites blessures et tout, c'est compliqué à récupérer. Ça enchaîne quand même pas mal. Même qu'à l'entraînement, ça arrive qu'on roule plus de fois que ça par semaine, mais c'est pas pareil. La course, c'est c'est au niveau de l'adrénaline et tout. Le lundi, tu es quand même bien claqué. Donc, au début, c'était chaud, mais en tout cas, moi, je me suis, ouais, un peu, moi, le corps s'est un peu plus adapté au fil des courses. Je me sentais mieux à Arco qu'à la première en Lettonie, par exemple. Est-ce que ça te manquait pas un petit peu, tu sais, un petit entraînement après, par exemple, le premier dimanche d'Arco, se dire, bon, attends, là, j'ai pas été bon sur tel et tel truc. Est-ce que tu aurais bien aimé pouvoir travailler ça à l'entraînement, justement, avant la course d'après? Je dis Arco Ouais, comme si ça se trouve pas du tout, hein. Si ça se trouve, t'as pas du tout vécu ça, mais je veux dire, est-ce que ça peut ouais, je arriver vois sur un ce que Grand tu veux Prix de se dire. dire, Ouais, de remettre en question certains trucs qui n'ont pas fonctionné, ouais, c'est clair. C'est clair que là, il n'y a pas trop cette option-là. Après, franchement, c'est quand même pas évident de faire des grosses modifs, même si on a un entraînement entre deux. En général, ça. hmm. Après, c'est plus pour la confiance. Si tu as eu un bon entraînement le mercredi et puis tu arrives sur une autre dynamique le week-end d'après, ça, c'est vrai.
Que là, quand il y a 3 courses qui s'enchaînent, si la première, c'est pas évident, c'est plus dur, on va dire, de se remettre en question. En plus, c'est sur le même circuit et tout, donc voilà, puis c'est sur un jour aussi, il n'y a pas beaucoup d'essais et tout ça, donc c'est différent, mais moi, ça me plaisait plutôt bien, je trouvais cool ce format. Et puis après, le seul truc qui était un peu lourd, c'était si la piste était moyenne, bah, tu tapes 3 fois le même circuit, quoi. Ouais, Comme à je la fin, je pense dis, que. À la fin, Tony, overdose, c'est quoi. cool à rouler, mais ça fracasse bien, il y a des trous cassants et tout. Mm. Et le dernier dimanche, t'étais content que de passer à autre chose après, quoi. Comment tu as Il y a eu vécu, pas mal toi? de blessures. Tu penses, pardon, Blaise, je te coupe, Vas-y. mais par rapport à ce format de 3 courses, il y a eu pas mal de blessures. Est-ce que tu penses que ce format y a joué un petit peu? Ouais, je pense en tout cas, t'arrives pas très frais. Le mercredi, c'est le plus dur parce qu'il y a que 2 jours de récup. Et surtout après des courses comme l'Omel ou la Lettonie et tout ça, moi je sentais encore le Grand Prix d'avant. Mm. Après, j'étais un petit peu en dedans au niveau de l'entraînement, je manquais un peu de roulage, donc j'ai payé cash, mais c'est sûr que ouais, tu arrives le mercredi, il y a encore un peu de fatigue, donc forcément, c'est plus facile de tomber et de se faire mal. Mais après, je pense que ça dépend de chacun. Hein, mais je sais que moi, c'était les Grands Prix où j'étais un peu moins bien préparé, que je revenais de blessure et tout, c'était dur d'enchaîner. Et comment tu as C'était vécu, chaud. toi, cette année, excuse-moi, à l'intérieur du team? Euh, on sait qu'il y a eu 3 courses d'affilée, on sait que le team devait être peut-être soudé pour que ça se passe bien avec tes coéquipiers, par exemple avec Paulin, avec Sewer. Ça se passait comment la semaine? Vous vous entraîniez ensemble? Au contraire, vous étiez complètement séparés? Explique-nous un petit peu ça d'un point de vue un peu plus inside. Ouais, cette année, c'était compliqué, surtout avec le confinement, en fait. Chacun était un peu chez lui. Et puis, quand il y a eu ces 3 courses à la suite, donc il n'y avait pas forcément d'entraînement entre deux, ça a été vraiment une saison où chacun a fait un petit peu comme il pouvait, quoi. Gauthier, je sais qu'il s'est entraîné pas mal dans le sud. Siver, bah, lui, il habite en Belgique, mais puis moi, j'étais un peu en Suisse, donc chacun faisait vraiment son programme de son côté. Et puis voilà, après, c'est un team où c'est assez soudé, mais chacun a son programme d'entraînement, en fait. C'est pas comme il y a certains teams où ils ont le même préparateur, tout le monde fait les séances en même temps. Nous, on s'entendait bien, mais on faisait pas forcément nos entraînements ensemble, en fait. Chacun faisait son programme. D'accord. Mais, et pendant la semaine, Le du coup, Cana- pendant les Grands Prix, tu sais, où il y avait 3 Grands Prix à la suite, que vous Ouais. étiez comment, tous ensemble ou pas? Ça roulait ensemble Mhm. au moins aux entraînements? Mais tu dis quand il y avait les 3 courses, moi, en tout cas, je m'entraînais pas. Ah d'accord, pas d'entraînement entre les 3 courses. Ok. Il n'y a pas de Non, non, testing, rien moto du pas. tout. Je faisais un peu de physique et tout, mais vraiment plus pour récupérer et être bien pour les courses, quoi. Il n'y avait pas vraiment de grosses séances. Et là, non, chacun faisait un peu son truc. Puis, sincèrement, on essayait quand même de respecter un peu l'idée avec le Covid, de chacun faire les trucs de son côté, quoi. On n'allait pas forcément au resto pour manger un truc tous ensemble ou quoi. Chacun était dans son coin et puis on faisait nos trucs, quoi. D'accord. on on a le calendrier 2021 qui est sorti. Alors, on va l'appeler calendrier numéro 1 parce que quand Mm. on le voit, on s'est dit, vu les circonstances sanitaires en ce moment, c'est peut-être compliqué à tenir. Mais je pense qu'il y a un calendrier bis qui doit être au chaud quelque part, avec peut-être 3 courses, un petit peu le même format que cette année Ouais. finalement. Dans tous les cas, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence entre le calendrier qui est sorti et, admettons, si jamais il y a un calendrier bis qui sort, qui ressemble à celui que vous avez eu cette année, est-ce qu'il y a une différence pour toi au niveau de la préparation? Ouais, mais on est obligé de se préparer pour le calendrier qui est annoncé. Ouais, Parce que même s'il y a un bis, on ne le sait pas jusqu'à la dernière minute. Donc, si au cas où ça part comme ça, on est d'accord. obligé de se préparer pour ce format-là. C'est comme l'année passée. Pendant le confinement, on ne savait pas quand ça allait reprendre. Ils nous ont mis une date qui était normalement la Russie au mois d'août. Bah, tout le monde s'est préparé pour être prêt à ce moment-là. Mais ça a commencé, je crois, un mois après. Mais on est obligé d'être prêt, quoi. Mm. Donc forcément. Après là, du coup, ça commence un peu plus tard, donc c'est un poil plus relax, on va dire. Je pense que tout le monde va commencer à vraiment s'entraîner au mois de janvier, du moins en moto. Et Ouais. puis ça nous laisse 3 mois avant le premier Grand Prix, quoi. Mais je pense que le Grand Prix qui est au Moyen-Orient, là, ça risque de quand même se faire, même si après il y aura des changements. Je pense que là-bas, c'est vraiment un des seuls endroits au monde où ils ont réussi à garder les événements à peu près normalement. Je sais qu'en UFC, tout ça, ils allaient aussi tous combattre là-bas.
ils ont trouvé des moyens de continuer à organiser des trucs, quoi. D'accord, donc on en vient à la fameuse question, tu t'y attendais, qui va se poser. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Là, tu nous parles comme si tu allais faire le championnat du monde, donc ça nous fait plaisir. Tu nous parles comme si tu allais aller au premier Grand Prix aussi. Oman, on sait que c'est pas forcément ce genre de Grand Prix où on voit des pilotes privés. Donc, est-ce qu'on pourrait espérer voir Arnaud Tonus dans un, peut-être pas un team usine, mais au moins dans un team avec une belle structure? Et est-ce que tu Ouais. peux nous en dire plus à l'heure qu'il Je est? peux pas vous dire exactement dans quelle structure je serai, mais je vais rouler en Grand Prix. Donc ça, c'est top. Après, c'est en train de se mettre en place. Il n'y a rien qui est vraiment officiel ou confirmé, mais c'est bien avancé. Donc normalement, dans les 10 prochains jours, on devrait annoncer ce qui va se passer pour la suite. Au programme, du Mais je coup, peux pas vous en dire plus, malheureusement. alors même si tu nous dis pas dans quelle structure tu seras, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le programme que tu auras? Est-ce que c'est Est-ce que tu peux seul... nous dire la couleur de la moto? Je m'attendais à ça. Voilà, déjà. Non, je peux pas vous dire tout ça. Juste si tu participeras seulement au championnat du monde ou est-ce qu'on pourrait te voir sur d'autres courses, comme par exemple les courses d'ouverture de saison en Italie, les courses qu'on a en France, tu sais, à la Capelle par exemple, des courses de préparation Ouais. comme celle-là? J'aimerais bien faire la Capelle, mais on a déjà regardé. Je crois qu'il y a des courses en Hollande en même temps, qui ressemblent un petit peu, parce qu'après, sur le calendrier qu'ils ont annoncé, il y a aussi Os. Et je crois que c'est Os, en fait, en championnat de Hollande, qui est le même week-end que la Capelle. Donc ça, je sais pas encore. Après, c'est à définir, mais pour l'instant, il y a pas mal de choses à mettre en place encore avant. C'est un petit peu loin pour fixer ça, mais ouais, il y a des chances que je fasse des courses avant. Et puis, voilà. Bon, Le fait de voir Gauthier qui a annoncé sa retraite, Clément aussi de Salle voilà, les deux, on les reverra pas l'année prochaine. Gauthier a balancé dans certaines interviews que c'était pas le seul à y songer, donc eux deux l'ont annoncé, il y en a d'autres pilotes dans le paddock qui y songent. Est-ce que toi, si tu n'avais pas eu d'opportunité pour l'année prochaine, tu aurais complètement raccroché aussi? Je sais pas, je t'avoue que ça m'a traversé l'esprit quand même à une période pendant la saison aussi, sans parler forcément de contrat ou quoi, mais j'ai une période où ça allait pas trop, physiquement c'était compliqué, j'avais des petites blessures et puis ça a joué un peu sur l'aspect mental, j'étais un peu dans le dur et je me suis dit ouais, peut-être que passer à autre chose et puis finalement après j'ai retrouvé un peu une dynamique un peu meilleure, j'ai retrouvé des sensations, ça allait un petit peu mieux physiquement donc j'avais pas envie de m'arrêter là-dessus, j'avais plus vraiment envie de continuer. Donc voilà, après j'ai pris cette décision, puis j'ai tout fait pour trouver des solutions. Mais c'est vrai que cette ambiance un petit peu aussi avec le Covid et tout ça, c'est un petit peu spécial. Tous les teams étaient un peu sur la retenue. Ils savaient pas trop comment ça allait se passer l'année prochaine. Au niveau des budgets, continuer, pas continuer. En plus des pilotes, il y a beaucoup de teams qui savaient pas si ça allait continuer. Donc tout le monde était un petit peu dans l'inconnu. Mais bon, moi, je suis content d'avoir trouvé quelque chose et puis de continuer à rouler, ça me fait plaisir. Ouais, d'autant plus que tu as fait vraiment une saison exceptionnelle quand même en 2019. Pas mal de podiums, tu fais top Ouais. 5 au général. Euh, Disons que si ça avait été ton année contractuelle, tu sais, ta dernière année chez YAM l'année dernière, est-ce que tu penses que tu aurais eu facilité à trouver un guidon et tu aurais pu peut-être l'annoncer il y a 6 mois déjà, quoi? Ouais, bien sûr, hein, ça se fait pratiquement au jour le jour. Maintenant, les team managers, ils prennent des décisions sur la forme du moment, quoi. C'est rare qu'il y ait un recul de dire, ouais, il a bien roulé l'année d'avant. Enfin, C'est frustrant, non, quand même, parce que enfin, c'était vraiment exceptionnel. Tu te battais avec le gars qui a été champion du monde cette année. ouais. C'était vraiment une belle saison. On se dit, ben, ce gars-là, quand même, on peut le retrouver 2 ans après. Et non, Ouais. les team managers ne voient pas comme ça, quoi. Bah oui et non, en fait, parce qu'ils voyaient ça, puis ils voyaient aussi un peu les blessures qu'il y a eu, ouais, les grands prix un peu plus compliqués. Puis c'était en fait la période où il y avait plus d'attention à me regarder, puis à voir ce qu'ils allaient faire l'année d'après. Donc il n'y a pas forcément ce recul-là. Moi, ouais, comme je te disais, j'étais Hmm. un peu moins bien physiquement et tout ça, donc les résultats n'étaient pas là. Et puis voilà, ça a pas aidé, quoi. Et en plus, le Covid, des teams ont baissé les budgets un peu partout. Donc le tout a fait que c'était compliqué.
Mais voilà, ça devrait le faire, donc je suis plutôt content, quoi. J'allais t'en parler justement de budget. Est-ce que, alors, sans parler d'argent, sans parler de ton nouveau team, est-ce que tu as été obligé, toi, personnellement, de revoir tes ambitions à la baisse par rapport, je sais pas, peut-être au matériel, peut-être au budget au salaire que tu demandes? Est-ce que toi, Ouais, personnellement, à cause de ce Covid, peut-être, tu as été obligé de redescendre un petit peu tes prétentions? ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Déjà, moi, en tout cas, de mon côté, j'avais des contrats qui étaient déterminés en fonction de mes résultats. Donc là, les résultats étaient un peu moins bons cette année et plus le Covid, ça fait que voilà, les salaires ont été clairement vus à la baisse. Après, au niveau du matériel, non, j'aurais du bon matos et puis un bon soutien, donc c'est cool. Mais c'est sûr que dans le sport en général, il y a tout qui a été revu à la baisse, ouais, c'est clair. Même pour les tops, les champions du Ah, monde, non, non, je pense que le top 3, top 5, je pense pas. En plus, ils ont souvent des contrats de plusieurs années. Donc, en fait, ça a été signé avant la crise, entre guillemets, Covid. Donc, je pense pas que ça a bougé. Après, c'est possible qu'il y ait eu des arrangements du fait qu'il y ait eu cette pandémie, que le pilote fasse des efforts, en tout cas sur cette année, pour ouais, essayer de baisser un peu le salaire. Je sais qu'il y a pas mal de marques qui ont fait ça, dont Yamaha. Donc, ça faisait partie, en fait. Tout le monde a un peu joué le jeu avec le Covid. Il y a eu des petites baisses de salaire, quoi, déjà d'accord. cette année. On avait Nicolas Aubin la semaine dernière dans notre live, ou il y a 2 semaines, qui nous disait que par rapport à il y a 10 ans, quoi, quand lui était top 3 en MX2, il y a eu énormément de baisse en fait au niveau des salaires, au niveau des primes. Pour les pilotes au-delà du top 3, par contre, pour le top 3, voire les champions, ça a vraiment augmenté. Est-ce que toi, qui étais aussi présent il y a 10 ans, hein, est-ce que toi tu l'as ressenti aussi? Ben, je peux pas te dire ce qu'il gagnait il y a 10 ans parce que moi, j'étais pas dans le top 3. Mais je pense que ce que dit Nico, ouais, ça a du sens parce que il y a eu une période où il y avait peut-être trois mecs qui étaient capables d'être champions du monde, en tout cas en MXGP. Et puis, c'était la période où les contrats se renouvelaient et puis il y a eu un peu une montée aux enchères comme ça. Et les salaires ont vraiment augmenté pour des mecs comme Geyser, Erlings et tout ça, ça a vraiment monté. Après, en Mix 2, je pense pas, mais en tout cas en MXGP, ouais, que ce soit Geyser, Erlings, Keroli, tout ça, ça a bien augmenté. Après, je sais pas si ça risque de rebaisser dans les années à venir, mais comme je te dis, ils ont la plupart signé des contrats de 3 ans, donc je pense que ça va pas trop bouger, quoi. Tu nous en as parlé tout à l'heure, tu nous as parlé un petit peu de cette saison, que tu t'en sais pas bien et que tu envisageais peut-être, ou tu aurais peut-être à un moment donné envisagé de raccrocher. Comment ça se passerait, toi, dans le meilleur des cas, le moment où tu raccroches? Est-ce que tu raccrocherais net, un peu comme l'a fait Gauthier Paulin, plus de courses, plus rien? Ou alors est-ce qu'au contraire, tu terminerais par une saison élite, un petit peu de supercross, ou comment ça se passerait? Enfin, comment dans ta tête tu l'imagines? Je sais pas, c'est une bonne question. Moi, j'aime bien le sable aussi. Je me verrais bien peut-être faire quelques courses de sable ou comme ça. Le SX aussi, j'aime bien. Après, ça dépend tout du moment, en fait. Si physiquement tu te sens bien ou si tu as un peu des blessures, que le corps il commence à être fatigué, tu dis vraiment tu passes à autre chose. Je pense que c'est vraiment, ouais, comme je dis, en fonction au moment où tu prends ta décision et aussi en fonction des opportunités, quoi. Donc, euh, donc voilà. Quand tu dis le sable, ça serait le sable de plage? Ouais, le sable, le Touquet, des trucs comme ça, ouais. Ouais. Mon père, il Ça roulait bien le nécessiterait Touquet à combien de l'époque. Ça me préparation? tente. Pour un pilote comme toi, ça demanderait, parce que bon, on sait que les pilotes qui gagnent le Touquet aujourd'hui, Potisek, Chapelière, hein, hors année Covid, ils se préparent à partir du mois de juillet, août, quoi. Et un pilote comme toi, ça représenterait quoi? En prépa, bah après, ça dépend si je fais tout le championnat ou pas, mais je me vois pas me préparer moins qu'eux, quoi. S'ils commencent au mois de juillet, je pense que, ouais, août, par là, ça commence à faire des heures. Surtout que là, c'est vraiment un format endurance, donc faut arriver avec la caisse, quoi. Après, je sais pas si je ferai tout le championnat ou juste le Touquet. C'est plus, ouais, plus le Touquet, je pense, non. Pour dire d'avoir roulé une fois, je pense que ça me ferait plaisir, ouais.
On a eu pas mal de questions sur Instagram. Jules qui nous pose une question. Un retour aux US serait possible pour toi si tu avais une opportunité, par exemple. Alors là, j'agrémente un peu sa question. Si tu avais une opportunité, par exemple, de redescendre en 2,5, un contrat avec des bons bonus aux US, que ce soit en motocross ou peut-être en supercross, est-ce que ça t'intéresserait? Ouais, je pense que ouais, si c'est une bonne moto, pourquoi pas? Ouais, je serais ouvert à faire du SX. En fait, je kiffe vraiment le SX, donc c'est vrai que c'est un truc qui manque un peu chez nous. Euh, ouais, t'as l'impression de repartir sur autre chose, en fait, sur un autre sport, et puis d'autres sensations, d'autres motivations, c'est vraiment cool, et ça me manque un petit peu, donc pourquoi pas, ouais, si j'aurais une opportunité, ça dépend de tout. Après, en 2,5 aux US, il faut avoir une bonne moto, donc pourquoi pas, ouais. Et Après, c'est pas. Je me dis pas, je voudrais faire ça absolument ou quoi, mais si une opportunité, pourquoi pas, ouais. quitte à retourner aux US, tu préférerais redescendre en 2,5 parce qu'on sait que le niveau est normalement un peu plus soft, parce qu'il y a deux côtes déjà, ou alors rester Ouais. en 4,50 et te confronter vraiment au meilleur. Je pense que je passerai quand même par le 2,5. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en SX et quand j'ai roulé aux US, j'étais un peu plutôt dans le dur qu'au top de ma forme. Donc, je passerai plutôt par le 2,5, ouais, je pense. Comme D'accord. tu dis, le 4,5 là, dans SX, c'est vraiment du lourd. Donc, faut arriver prêt. Puis, je pense quand même avec un bagage de SX derrière, quoi. D'accord. On disait tout à l'heure, en une saison, on a oublié déjà ce que tu as fait la saison avant. Est-ce que quand même les gens se rappellent de ce que tu as fait aux US? Alors, tu as eu Epstein Barr, ça a été très très compliqué, je pense, pour toi. Mais tu avais quand même montré de belles choses. Bon, déjà en motocross, mais même en supercross, où tu étais en chrono et tu vraiment pas vilain. Après, un virus comme Epstein Barr, on sait que ça devient très difficile de rouler en motocross avec des problèmes de santé comme ça, quoi. Ouais, ouais, j'étais dans le dur. Comme tu disais, la vitesse était bonne, mais j'arrivais pas à tenir une finale, quoi. Après quelques tours, j'étais sec. Et puis après, du coup, je me suis blessé. J'ai un peu forcé. Au début, on n'a pas tout de suite trouvé que j'avais Epstein-Barr, donc je me disais, ouais, j'étais un peu fatigué et tout, mais j'ai continué à rouler. Puis après, j'ai commencé à me mettre des boîtes et tout, donc je me suis fait mal à l'épaule. Et puis ça s'est enchaîné un peu, ouais, difficilement. Après, j'ai pas vraiment réussi à rouler à 100%. Mais ouais, les sensations étaient bonnes. Je me sentais bien, la vitesse était là. Il aurait fallu mettre tout bout à bout pour rouler devant, mais je pense que c'était faisable, ouais. Si demain tu passes un coup de fil à quelqu'un aux États-Unis, tu vois qu'il y en a qui te répondraient quand même, ils se souviennent d'Arnaud Tonus. Ouais, ce souvenir, ouais. Après, faut montrer dans le moment la forme que tu as, Mm. en fait. Je m'en souviens, Mitch, il m'avait appelé après les quelques grands prix où j'étais devant, là, j'avais la plaque rouge et tout. Tu vois, c'est là qu'ils appellent, les mecs. S'ils t'appellent Mm. maintenant, je pense qu'ils vont te répondre, mais plutôt pour aller boire un café que de signer un contrat. Non, comme je le dis, ça dépend vraiment du moment et ce que tu montres là, quoi. Pourtant, on voit pas mal de teams où il y a un, deux pilotes blessés et on entend souvent qu'ils sont à la recherche de pilotes qui pourraient faire des top 5, des top 10. Des fois, peut-être en allant puiser en Europe avec des pilotes comme toi qui ont eu un minimum d'expérience aux US et qui peuvent revenir faire un coup d'éclat. On pense ici à Thomas Ramette qui était parti, donc Mhm. qui avait performé quand même là-bas. Toi qui as déjà été là-bas et qui en plus à un niveau de GP. Tu peux peut-être être un remplaçant de luxe avec des bonus de luxe, vu que les pilotes qui sont blessés à la base ont quand même des bons bonus. Ouais, c'est clair, mais du coup, je partirais dans l'optique où je me prépare pour rien, entre guillemets, si je devrais être en fait libre de tout, quoi. Si Mm. je me prépare pour le MXGP et que je signe dans un team là, bah, tu fermes les portes forcément à ce genre d'opportunité. Donc, c'est bien si vraiment t'as pas de contrat ou de structure fixe, bah voilà, ce genre d'opportunités, elles sont top. Mais je me vois pas dire j'attends voir ce qui va s'ouvrir, quoi. Mais c'est sûr que c'est compliqué quand il y a des mecs qui se blessent aux US. Enfin, en général, les bons, ils sont déjà signés, donc ils prennent plutôt des mecs du top 10, 15 que des mecs qui vont jouer le podium. Ah, exactement. Et, mais je sais pas, ouais. Pour l'instant, moi, je suis plus focus sur le MXGP. Et puis après, pour la suite, pourquoi pas, on verra.
Genre, En ouais, France, on voit des pilotes, on voit pas mal de pilotes qui font carrière en élite, SX Tour, qui ne font que ça. Tu vois, je pense à, ben, on l'a mentionné, Thomas Ramette, il y a Cédric Soubeyras, des gars, voilà, c'est leur métier aujourd'hui. Ils arrivent à en vivre. Est-ce que toi, en Suisse, avec les connaissances que tu as du championnat suisse, est-ce que c'est la même chose? Je vais se poser la question. Non, je pense pas qu'ils arrivent à en vivre ou alors difficilement, quoi. Je sais qu'en France, il y a quand même un championnat qui est un peu plus important et au niveau national, il y a quand même plus de soutien pour le sport en général. Et ils arrivent à. Ouais, si tu arrives à être devant, tu t'en sors, mais en Suisse, c'est compliqué. On n'a déjà pas le SX, à part le SX de Genève qui se fait chaque année. Mais sinon, avec 7 ou 8 épreuves en championnat suisse, c'est compliqué d'en vivre, quoi. il y a Je pense qu'il y a moins des de choses partenaires, à. moins de partenaires, de sponsors en Suisse. Ouais, il y en a qui soutiennent, mais ils peuvent pas soutenir la même chose que dans un pays comme la France où il y a, je sais pas, 10 ou 15 fois plus de licenciés que chez nous, ou 100 fois plus, je sais pas exactement, mais je sais qu'en France, il y a beaucoup de licenciés, et nous, il y a déjà très peu de terrain d'entraînement, donc ça n'a pas du tout le même impact, quoi. D'accord. On a une Et question. le niveau suisse, parce qu'on avait une question sur Instagram, pardon, mais je te coupe, Vas-y, tu en vas-y. connais sur la Suisse. On a Lio qui nous demande ce que tu penses du motocross en Suisse, justement, du niveau. Bah, je sais pas trop, ça fait longtemps que j'ai pas été sur un championnat suisse. Je crois que c'est Nick Tris qui a été champion cette année, donc c'est un Belge, ça fait rare. Donc il y a quand même un peu des pilotes de l'étranger aussi qui viennent, qui font que le niveau tire un petit peu vers le haut. Mais après, comme je te disais, il y a quand même moins de pilotes que les pays aux alentours. Et puis un petit peu moins de soutien. Donc il y a forcément le niveau un petit peu plus inférieur. En tout cas, si tu compares à la France, c'est sûr qu'il y a un championnat de France élite ou un championnat de Suisse élite. En France, le niveau est meilleur, quoi. C'est un peu moins homogène peut-être, vu qu'il y a moins de monde. Ouais, moins homogène, ouais, il y a un peu moins de. Ouais, je pense qu'il y en a deux, trois qui sortent un peu du lot et après le reste, il y a quand même une bonne différence. Tandis qu'à l'élite, j'ai l'impression que c'est quand même un niveau solide et assez homogène, quoi. Quentin nous pose une question. Il nous dit que tu t'es beaucoup blessé. À ton avis, c'est dû à quoi? C'est dû à un manque, je sais pas, d'expérience, de préparation physique moins bien adaptée qu'actuellement. Voilà, j'essaie de donner des pistes, mais est-ce que toi, tu as une idée? Ouais, je sais pas trop en fait. Si j'aurais les clés, bah, je pense que je me ferais un petit peu moins mal, mais je sais pas. C'est compliqué. Des fois, je me sentais super bien et puis des moments où tout allait bien, j'étais en forme physiquement, je me fais une petite chute à la con et je me blesse. Et vice-versa, des fois où t'es pas forcément bien et tout ça, et puis tu retrouves des ressources en course et tout se passe bien. C'est difficile de donner une raison pour dire c'est à cause de ça ou pas. Ça vient pas forcément du fait que, alors je donne un exemple, tu étais à 110% dans 80% de tes blessures, tu étais à 110% à fond et tu as chuté parce que tu étais au-dessus de. C'est pas tout le temps ça, au-dessus de tes moyens? Au-dessus de tes bons. Non, non. Je Non, dirais c'est plus que pas. c'est l'inverse. C'est des moments où tu es un petit peu en excès de confiance, tu relâches un peu et là, tu t'en mets une qu'il fallait pas, quoi. D'accord. C'est plutôt peut-être ça, hein, ce manque de vigilance ou plus, en tout cas pour moi, ça a été plutôt comme ça les fois où je suis tombé, que quand en général tu es vraiment focus et que tu es dedans, il y a moins d'erreurs, quoi. À ton niveau, Après, des fois, c'est des chutes à la con où tu te dis, t'es tombé 100 fois comme ça et puis en tout cas pour cette année, parce qu'après, dans le passé, il y a eu un petit peu de tout, mais cette année, c'était des petites chutes qui ont fait que je me suis fait mal et puis les blessures ont duré toute la saison, quoi. Donc, c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de blessures et on l'a vu par exemple avec Erlings, avec Jadi Konis. Vous, à votre niveau, vous y pensiez quand même à la blessure grave ou au contraire, vous êtes des pilotes focalisés à 100% sur votre objectif et vous vous dites, je préfère même pas y penser parce que sinon, ça va m'empêcher d'être à 100%. bah, en fait, même si tu veux pas y penser, c'est là, quoi. Quand Jazzy il tombe comme ça, bah, ça te rappelle forcément que ce que tu fais, à tout moment, tu prends des gros risques. Donc, même si tu penses pas, l'aspect l'appréhension, peur de la blessure, il est là, quoi. En plus, notre corps, il s'en souvient, hein. On a un peu des douleurs partout parce qu'on a traversé ces blessures.
Donc forcément, c'est là. Après, il y a une telle concentration dans l'effort et puis aussi une implication qu'on y traverse en fait. Mais la peur de la blessure, la peur même en général, l'appréhension au départ et tout ça, j'ai la même que quand je roulais en 60 et dans mes premiers départs, quoi. C'est toujours pareil. C'est pas que à un moment donné, tu es plus stressé, tout va bien, cool. Non, c'est là, c'est juste qu'on apprend à y traverser, quoi. D'accord, on a l'impression, c'est peut-être une impression quand on a un niveau un peu plus bas, qu'on se dit, mais vous faites ça, c'est votre métier, vous le faites tous les jours, donc du coup, vous avez un peu moins cette appréhension qu'on peut avoir en championnat de France ou en Ligue ou comme ça. Et ça, c'est pas forcément vrai. Tu me dis que c'est pas proportionnel Ouais, au niveau en fait. non, c'est là, en fait. Même que tu le veuilles ou non, à un moment donné où tu arrives derrière la grille, c'est le stress, l'adrénaline, c'est là. Mais en même temps, je pense que c'est bien parce que si on y arriverait coulis comme si on allait faire l'apéro, je pense que ce serait peut-être plus risqué. En fait, là, ça nous permet d'être vraiment dedans et puis d'être hyper focus, quoi. Je suivais un peu des mecs qui parlaient en UFC, qui font du MMA. Ils ont un peu ce même truc d'adrénaline et en fait, ça les aide à surpasser et puis à être hyper focus, quoi. Donc, il faut juste arriver à la gérer et puis plutôt la prendre pour soi que contre soi ce stress, quoi. Tu sais, ce que je veux dire, en fait, c'est le moment où tu domines un peu. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Et certainement, hein, dans d'autres championnats. Tu sais, le moment où tu domines, où tu te dis, bon, là, je sais que je vais arriver à cette course. Même en roulant à 90%, je serai quand même dans les trois premiers. Et du coup, tu as normalement forcément un peu moins d'appréhension que quand tu batailles pour la 15e place et que tu te donnes à fond. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Est-ce que tu as déjà ressenti ça ou est-ce que ça peut te le faire, par exemple, quand tu es en 2,5 Ouais. je sais pas. Pour être honnête, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Quand tu arrives au MXGP et que les mecs, tu sais que tu peux te battre pour la 12e place un week-end, par exemple avec Fabre, quand une fois il était mal parti, puis la manche d'après, il gagne, il gagne. Je veux dire, le niveau est tellement homogène qu'il n'y a pas cette sérénité de dire, même si je pars 20, je vais revenir et je vais gagner, quoi. Ça serait trop En beau, fait, ça. tu sais qu'il faut partir devant, que sinon tu vas ramer. Et c'est plutôt comme ça, en fait. Ouais. Et du coup, Les ça dernières fois t'affecte que j'ai ressenti ça, justement c'était même avant le MX2, plutôt les années en 80, où là, je savais que même si je partais mal, j'allais revenir. Mais quand tu arrives en GP, c'est plus la même. Du coup, ça t'affecte justement dans l'inverse quand tu pars 15 ou 20, de te dire, bon là, la manche va être longue. Et est-ce que tu roules moins bien justement dans ces circonstances-là? Ou alors, peut-être que justement, tu repars le couteau entre les dents et les temps chrono baissent parce que ben, Ouais. t'as rien à perdre, il faut cravacher pour aller devant. C'est quoi, toi, quelle sensation tu as? Ça dépend, en fait, du jour. Des fois où tu arrives à te surpasser, puis vraiment faire la différence. En fait, quand tu pars 15, c'est vraiment le premier tour qui fait la différence. Si tu arrives à passer des mecs et te retrouver je sais pas, 11 à la place de 18, ça change toute ta manche parce qu'après, il y a le paquet de devant qui est assez groupé et tu arrives plus facilement à rattraper le top 5 que quand si tu fais 3 tours et que tu es encore 18, là, tu sais que tu pars pour une manche compliquée. Donc, c'est vraiment ouais, même les premiers virages, ça fait énorme. S'il faut, deuxième virage, ça s'accroche un petit peu, t'en passes 5, 2 dans le tour d'après et puis là, tu te retrouves bien. Donc, ça dépend en fait, mais. Ouais, j'ai réussi à retrouver un petit peu ça les derniers Grands Prix, ou même si je partais mal, enfin, en tout cas à Arco. La deuxième manche où je suis vraiment mal parti, le premier tour était bon, du coup j'ai réussi à revenir dans le top 10, mais sinon c'est chaud de faire la différence à partir de mi-manche, quoi. Alors, Une question ouais, je lis les questions Ouais, aussi, moi vas-y, aussi. vas-y. Alors, juste, c'est Quentin aussi qui nous dit que penses-tu des pilotes comme De Salle, comme ouais, Clément De Salle, ou oui, c'est Clément De Salle qui nous donne un exemple, qui disent qu'ils arrêtent justement parce qu'ils ont cette appréhension. Est-ce que tu les comprends? Ou, alors, je pense que c'est sa question, hein. Ils ont cette appréhension apparemment de la blessure, de la prise de risque qui n'est pas assez valorisée peut-être par les teams. Est-ce que tu comprends ça et est-ce que tu as toi aussi ce sentiment peut-être? Ouais, c'est clair. Non, c'est sûr que je les comprends, hein. Puis ils arrivent à une période où ils ont aussi une famille et tout ça, ils voyaient les choses forcément différemment. Euh, Après, ça a toujours été là. Quand tu fais du cross, tu sais que tu es exposé au risque. Et puis, mais c'est juste que Euh,
je sais pas, tu réfléchis un peu moins quand tu es plus jeune. Et puis à partir de 30 ans, tu vois, ouais, comme je dis, tu te projettes un peu, tu te dis putain, mais si tu arrives à la fin de ta carrière, tu te dis t'as pas envie de finir avec des blessures ou quoi. Donc forcément que je les comprends. Euh, Après, ouais, c'est comme je disais, ça fait vraiment partie du sport et quand tu acceptes de faire du cross, ça va avec, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Puis, ce que Clément aussi parlait pas mal, c'était les circuits aussi, la façon dont les pilotes étaient un peu traités, suivant comment on se retrouvait en Russie, au milieu de la pampa, il n'y avait pas forcément d'hôpitaux ou de trucs comme ça. C'est vrai que quand tu tombes dans ces pays, ça peut vite être compliqué. Donc c'est vrai que ce genre de truc, si tu y penses, bah, ça peut vite faire flipper, quoi. Mais après, voilà, c'est partie du jeu. Ça, c'est le genre de truc où vous pouvez donner votre avis au promoteur. Je pense à Infront, tu vois, est-ce qu'ils vous consultent sur ce genre de choses Alors évidemment, ils peuvent pas dire oui à tout, mais est-ce que des fois, quand même, vous pouvez être consulté sur des trucs qui peuvent être dangereux, sur des évolutions de format? Est-ce que les pilotes sont écoutés? C'est difficile, ça dépend qui, je pense. Hmm. Ça dépend qui. Et puis après, le problème, c'est qu'on manque un peu aussi de solidarité ou si vraiment les pilotes se mettraient ensemble, Hmm. ça aurait un autre impact. C'est juste que là, bah, si tu vas tout seul et tu commences à expliquer qu'il faut faire ci ou ça, et bah, tu vas au contraire te mettre mis un peu de côté. T'as qu'on va plus te voir à la télé, ils vont filmer le mec d'avant. Donc ouais, c'est pas forcément évident. Il faudrait on soit un petit peu plus groupé. Et là, on aurait peut-être le pouvoir de changer un peu les choses. Mais Ou que ça on passe parlait par les de ça teams, peut-être? avec Clément. Une année, on était en Indonésie. Et puis, on voulait pas rouler en deuxième manche. On s'était mis un petit peu d'accord entre pilotes, si tu veux, de dire on fait bloc, on roule pas. Et puis, plus la manche approchait, et puis plus les mecs partaient se changer et tout ça. Et on s'est retrouvé à être trois ou quatre pilotes à pas être prêts et dire on roule pas, quoi. Petit à petit, les mecs sont partis se changer au cas où la course aurait lieu. Donc, ça manque un petit peu de solidarité. Il faudrait on se serre un peu plus les coudes et là, il y aurait moyen de faire changer les choses. Pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. Et toi, t'aimerais qu'il y ait quoi qui évolue dans ce championnat, justement, pour que ça soit mieux pour le public, peut-être, pour les retombées, pour les pilotes, pour le tout? Parce que d'un point de vue extérieur, nous, quand on arrive, ça fait quand même assez propre. Tu vois, les stands, il y a des beaux semis, ça fait quand même bien. Les pistes, bon, ça dépend desquelles. Il y en a certaines ça donne envie de rouler, nous, en tant que pilote, d'autres, pas du tout. Toi, tu verrais quoi, justement, d'un point de vue de l'intérieur? Bah, de l'intérieur, moi, ce qui manque, c'est vraiment les pistes de l'époque. Quand je vois, même des fois, je vais rouler en championnat suisse, je me retrouve à Payerne. Tu vois, c'est tout con, mais la piste, tu prends un plaisir de dingue. Il y a vraiment de la vitesse, il y a des lignes de partout. Mais le problème pour eux, c'est tout le temps l'infrastructure qui est mise en priorité, en fait, pour pouvoir avoir des paddocks assez grands et tout ça, et puis pouvoir rentrer le public. Donc, ils prennent vraiment ça en compte et en priorité. Et la piste vient entre guillemets après. Donc c'est sûr que ça manque les grandes pistes naturelles de l'époque. Ça, c'est, je pense, un des points clés qui ferait que même les pilotes seraient contents. Et puis pour le public, quoi. Pour le public. Donc ça, je pense que c'est une des priorités. Et puis après, le côté médical, où des fois, je disais des pays où c'est compliqué, ça, c'est sûr que ce serait une des priorités à remettre en question. Après, voilà, c'est des promoteurs qui payent beaucoup d'argent pour avoir des grands prix dans ce genre de région. Ça fait partie du contexte. C'est pas forcément évident de trouver une solution, quoi. Et le fait qu'il y ait des GP qui soient très, très éloignés de l'Europe, on sait que, bon, en général, les teams usines se permettent d'y aller, les teams un peu plus petits ou privés n'y vont pas. Est-ce que ça, c'est une problématique qu'il faudrait résoudre ou est-ce que toi, tu vois une solution à cette problématique-là? Bah, pas vraiment. Comme je dis, les promoteurs prennent, je pense, peut-être plus d'argent quand c'est des grands prix outre-mer comme ça, où les gouvernements payent pour avoir le grand prix, donc c'est pas du tout les mêmes budgets. Et pour Infront, bah, c'est hyper intéressant. Mais par contre, c'est les teams qui souffrent derrière, donc il faudrait peut-être que les teams soient un peu plus aidés dans ce genre de déplacement. Et ça aiderait tout le monde, parce que là, je sais que
comme tu disais, les team usines, ça va parce qu'ils ont les budgets, mais même eux, c'est des prix de fous qui payent pour emmener les motos, pour avoir le matos et tout. Ça coûte 3 ou 4 fois le prix d'un Grand Prix normal. Donc, quand il y a 5 ou 6 outre-mer, forcément que ça limite. Je pense qu'il faudrait qu'Infront peut-être aide un peu plus pour ce genre de Grand Prix et puis ça aiderait les team managers. Ils arriveraient à combler un peu leur budget et puis aller au bout. Mais là, le championnat, si vraiment il se fait comme ça va être hyper compliqué ouais, pour les teams d'aller au bout. Et avec beaucoup d'outre-mer et tout, ça tire vraiment sur les budgets, quoi. Est-ce que les teams d'usine n'ont pas quand même une petite contrepartie dans le sens où il me semble que cette question avait déjà été posée à Pete Byrer. On lui disait mais pourquoi KTM vous révoltez pas à dire non mais on veut pas aller au Qatar, on veut pas aller en Indonésie, voilà, ou en avoir un petit peu moins ou être un peu plus aidé. Et sa réponse avait été de mémoire que il y a beaucoup de cyclomoteurs qui se vendent dans ces pays-là et que finalement pour la marque c'est pas plus mal. Donc peut-être que les teams sont aidés plus par la marque justement pour aller exposer leur moto dans ces pays-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu toi aussi? Ouais, puis c'est des teams qui n'ont pas forcément ces problèmes de budget. Si tu veux, pour eux, ils ont une structure vraiment solide avec beaucoup de soutien. Donc, que ça se fasse ou pas, ils vont de toute façon avoir les ressources. Et puis après, je pense que oui, c'est intéressant pour les marques d'être exposées en Asie et tout ça. Même pour Yamaha, je sais qu'ils ont aussi un soutien, même sur les motos, là. Ouais, je sais pas ce qu'ils disent exactement, mais bref, c'est un lien avec l'Indonésie. Et Ouais. je sais qu'ils vendent beaucoup de motos là-bas. Mais ouais, comme je dis, c'est plutôt les teams qui viennent après, les structures privées où eux, ça leur coûte beaucoup d'argent et puis ça leur change pas grand-chose. Mais alors, c'est cool d'aller dans ces pays, mais ce serait bien de limiter un peu les frais des envois des motos et tout ça, quoi. Peut-être que ouais, Infront participe un peu plus. Alors moi, j'ai une question qui sort du sujet, mais sur laquelle il y a des réponses qui sont vraiment variées, et différentes. C'est la limite d'âge en 2,5. Toi, tu en penses quoi? Parce que c'est vrai qu'on se dit, un pilote comme toi, peut-être que la dernière année ou les 2 dernières années, ou un pilote comme Clément Desalle ou Gauthier Paulin, on se dit peut-être que ces pilotes-là, ils auraient pu redescendre pour se faire plaisir, peut-être en 2,5, avoir des bons bonus. Et au final, ça aurait agrémenté un petit peu le spectacle. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est pour les jeunes. Toi, tu en penses quoi? Ouais, moi, je pense que ce serait le moment de l'ouvrir. Et il y a eu peut-être une période où il y avait trop de 2,5 et le mix GP était, on va dire, avec un peu moins de niveau. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette loi. Mais je pense que là, ouais, surtout avec la situation actuelle, c'est hyper compliqué de trouver un guidon MXGP. En MX2, bah, les teams galèrent à trouver des pilotes qui vont se battre devant. Donc je pense que la solution qu'ils ont aux US, où c'est basé sur les points, je pense que c'est plus cohérent, puis ça amène une catégorie plus homogène. En tout cas, je vois aux US, quand je regarde le 2,5, il y a un niveau de fou et c'est hyper cool à voir. Alors que en Europe, bah, c'est un petit peu moins homogène, ça roule bien, mais c'est pas forcément le même niveau, quoi. Toi, tu penses qu'il faudrait revoir justement cette réglementation et l'adapter un petit peu à Ouais, la période actuelle? ouais, c'est ça. Je pense qu'il faudrait vraiment l'adapter en fait, en fonction de comment ça se profile, s'il y a des jeunes qui montent, pas, mais comme je disais, le truc des points comme ils font aux US, je pense que c'est bien. Si tu es blessé et puis que tu as des années compliquées, bah, tu peux quand même rester dans la catégorie. Et puis après, bah, si tu es champion du monde ou que tu es devant, bah, tu montes, quoi. C'est assez logique. Ok, Mais Est-ce ouais. que, plutôt garder peut-être l'Europe vraiment pour les jeunes. Et puis après, le MX2, bah, c'est juste une cylindrée, mais pour moi, c'est pas forcément ça doit pas forcément être une catégorie jeune, quoi. À l'époque, il y avait des mecs comme Kyodi qui ont fait une carrière en MX2 et je trouvais ça cool, c'était mythique, quoi. Ouais, exactement. Ouais, pourquoi pas une limite d'âge en Europe et une limite de points en MX2? Ça peut être intéressant. Voilà, ouais, je pense que ce Ça serait cool. t'intéresserait, toi, si une de ces règles passées, de revenir un petit peu en MX2 ou pas? Ouais, je pense que ce serait cool, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé en 2,5 et c'est toujours bien de changer, en fait. C'est le changement qui est cool. Donc, si tu retrouves un bon team en 2,5 et tout ça, ouais, pourquoi pas, ouais, c'est vrai que ce serait cool. Je pense qu'il y en a aussi, il y en aura un paquet aussi qui redescendrait. Il y en a peut-être qui se sentent même plus à l'aise sur une 2,5 sans forcément parler d'âge ou quoi, mais il y en a qui préfèrent juste rouler en 2,5. Et puis, pourquoi pas, en fait. est-ce que tu as dû déjà amener du budget dans un team pour rouler Moi, sur une saison? Oui.
Ma première année en Grand Prix, ouais, j'avais payé mon mec, enfin j'avais payé, c'était mes parents, j'avais pas d'argent à l'époque, mais on avait payé le mécano, ouais. D'accord. Et- D'accord, ouais, du coup, c'est vrai que c'est des questions, on en entend souvent parler, on voit des pilotes, certains qui se retrouvent dans des teams officiels, des fois on se demande un peu pourquoi. Et est-ce que demain, Blaise Abadi, par exemple, qui a envie de faire le MXGP l'année prochaine, allez, peut-être pas aller à l'ouverture, mais parce que c'est un peu loin, mais est-ce qu'avec un gros chèque, il pourrait rentrer dans un team usine? Ouais, certains teams, ouais. Ouais, certains teams, ils acceptent, suivant le budget que tu amènes, bah, ça peut se faire assez facilement. Après, c'est quand même, en MXGP, c'est des gros montants. Puis je te parle de ma propre expérience, c'était en 2009, il n'y avait pas encore ces calendriers avec tous ces outre-mer et tout, donc c'était pas les mêmes budgets pour une saison. Donc là, quand tu arrives, tu veux faire une saison d'MXGP et que tu n'as pas trop le niveau, il faut quand même amener un bon budget. Mais ça se fait, hein, des pilotes comme par exemple chez Martens, je sais jamais son nom, mais le 555 là, c'est un pilote russe qui galère un petit peu à mettre des points, mais Ouais. il est là, il fait toute la saison et puis il est dans un bon team. Clairement, c'est des pilotes qui amènent des gros budgets, quoi. Toi, justement, quand tu es contacté par des teams ou quand tu es en recherche de team comme cet hiver, est-ce que tu regardes quand même les coéquipiers que tu auras sur la saison? Est-ce que ça a un rôle à jouer dans ta prise de décision ou pas du tout? Bon, pour être franc, actuellement non, parce que j'ai fait un peu en fonction de ce qui venait que de dire ouais non lui je te veux pas. Ça dépend toujours dans quelle position t'es. Si t'as quatre teams d'usine qui t'appellent, bah peut-être que tu regardes, mais si s'il reste deux teams à choix et puis que bah, tu regardes pas en fait. Je veux dire par là, est-ce que l'ambiance du team, euh, comment dire, est-ce que l'ambiance du Ah team ouais. peut être dégradée par quelqu'un avec qui tu t'entends pas du tout, ou alors est-ce que vous êtes vraiment séparés, et est-ce que dans un team vous voyez que le jour des courses et ça peut passer quoi? Ouais, je vois ce que tu bah, franchement, moi je m'entends assez facilement avec mes coéquipiers, donc il y a pas trop de j'ai pas trop d'ennemis en guillemets, donc ça va, mais après, oui, ça peut arriver que si tu vas dans un team puis que tu te bats pour le titre et puis que le mec, c'est ton concurrent en direct et qu'il y a une atmosphère compliquée, c'est sûr que ça fait pencher la balance, mais c'est pas du tout mon cas. Donc, non, je regarde pas trop coéquipier. Après, ça s'est bien goupillé parce que ça a souvent été des potes, même avec Gauthier, on disait, putain, c'est ouf qu'on se retrouve dans le même team et tout. C'est un pote depuis on se connecte depuis qu'on est en 80, donc j'ai souvent des coéquipiers qui étaient cool, avec qui je me suis bien entendu, quoi. Et cette année, ça a été justement avec Gauthier, avec Jérémy Sewer, vous aviez tous les trois, on va dire sur le papier en début de saison, mis à part les blessures, le même niveau. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de rivalité. Non, après, il y a toujours de la rivalité, hein. De toute façon, en plus, là, c'était une année décisive où il y avait des contrats pour Gauthier et moi qui se finissaient. Donc, on sait très bien qu'en fonction des résultats, c'est toi qui vas y rester ou pas. Donc, forcément qu'il y a cette rivalité de pilote, mais en dehors, c'est resté cool. Enfin, surtout Gauthier et moi, on est potes, donc on n'a pas la même relation qu'avec Jérémy. Jérémy, il faisait plus les trucs de son côté, il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi, mais il faisait sa vie, quoi. On n'avait pas forcément de relation avec lui, quoi. D'accord. On avait une question de Tib sur Instagram pour clôturer avec les questions Instagram. Il nous demande est-ce que tu penses que le MXGP est le meilleur championnat aujourd'hui au monde, si on compare, je pense, aux US. Comment comparer? C'est compliqué, c'est pratiquement deux mondes différents. Eux, ils se préparent pour le SX la plupart du temps. Après, ils ont 2 semaines pour se préparer pour l'outdoor. Et puis, c'est pas du tout les mêmes pistes, c'est pas les mêmes formats. C'est Mm. hyper compliqué, hein. Puis on voit aux nations, une fois ils sont devant, enfin là ça fait quelques années qu'ils ne le sont pas, mais à l'époque ils dominaient quand même, donc je pense que c'est compliqué de comparer et puis on le Est-ce- saura jamais en fait. Ouais, on le saura jamais. Mais est-ce que on peut pas dire quand même que les nations sont le reflet quand même ces dernières années du fait que les Européens aient progressé en motocross, peut-être du fait que ben, ça roule sur des circuits vraiment différents tout le temps, des circuits peut-être un peu plus durs, un peu moins bien préparés, et peut-être des Européens un petit peu plus polyvalents qui s'adaptent facilement au circuit du jour, quoi. Ouais, il y a eu ça, il y a aussi, ils n'ont pas eu, les US, ça fait quelques années qu'ils n'ont pas eu leur team A, entre guillemets, où
Ils ont envoyé les 3 meilleurs. Donc ça, je pense que ça ferait la diff. Et puis comme je dis, ils se préparent pour une saison de Supercross en priorité. Après, ils enchaînent sur 12 outdoors, donc la saison est super longue. S'ils se tapent les nations derrière, en général, entre deux, ils ont un petit peu lâché ou en tout cas, ouais, relâché un peu l'entraînement. Donc, tu peux pas comparer sur une course. Je pense que c'est hyper compliqué. Euh, ouais, pour moi, ça restera un mystère. Mais comme tu dis, je pense que les Européens clairement ont progressé. Par contre, ça c'est sûr. Mm. Et puis nous, c'est uniquement le motocross. Donc si tu fais les nations SX, je pense que là, Il n'y a pas photo. il y aurait pas photo quoi. Je crois que la question elle est vite répondue, ouais, comme dirait l'autre. Je fais les nations à Anaheim. On n'a pas bon là. Et Bon, du coup, en France, des bons pilotes de SX, mais sinon, c'est compliqué quoi. tout à l'heure, je t'ai posé la question par rapport au fait de retourner aux US pour descendre à 2,5 et faire du SX. Est-ce que ça t'intéresserait de faire ce qu'a fait un petit peu Max Anstey ces derniers temps, c'est-à-dire partir là-bas pour l'outdoor seulement? Je te laisse boire un coup, on parle Bon, trop. parce que Max Anstey, Bon, après, Max Anstey, tu devais faire le SX, mais il s'est blessé. Oui, Ouais. oui, il s'est il a blessé, mais bon, galéré, mais ouais, pourquoi pas. Je suis ouvert en fait aux opportunités qui viennent. Après, je suis plutôt quand même vers les 30 ans que les 20, donc c'est aussi plus compliqué. Mais ça dépend tout de comment je vais rouler cette année. Si je roule bien et tout, après, t'as des coups de téléphone. Mais pour l'instant, la priorité, comme je disais, c'est vraiment les grands prix. Puis après, on verra. Et puis forcément, le Covid, ça devient quand même vraiment chaud de se projeter à long terme. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, on fait un petit peu au jour le jour, quoi. La ouais, vie aux US, là tu arrives aux alentours des 30 ans, ça te plairait d'être là-bas en famille tu arriverais à te projeter aux États-Unis? Ouais, franchement, les US, j'aime bien la vie, ouais. J'aime bien la vie là-bas. Après, ce serait plus pour y faire quelques années. Je me verrais pas vivre toute ma vie aux US, par contre. Mais ça, c'est plus parce que je kiffe vraiment la Suisse et puis je suis attaché quand même à mon pays. Mm. Mais le fait de vivre aux US pour le cross, ça c'est top. C'est même carrément mieux qu'en Europe parce que les conditions d'entraînement, c'est plus facile et puis il y a tout qui est adapté. C'est quand même le top. Nous, quand on fait une préparation hivernale en Europe, un coup on est en Sardaigne, un coup en Espagne, un coup en Belgique, on voyage partout, on a des conditions vraiment difficiles avec la météo. Aux US, tu es basé en Californie, tu t'entraînes à 20 minutes de chez toi tous les jours à 25 degrés, c'est quand même plus facile, quoi. toi qui as vécu les deux, niveau salaire, pour quelqu'un qui rentre dans le top 10, on en a parlé un peu avec David Villemin, il nous disait que pour un top 10, c'était pas flamboyant, mais apparemment en MXGP non plus. Toi, tu en penses quoi? Tu penses que tu vis mieux niveau salaire aux US pour un top 10, je parle en 4,50, ou en Europe pour un top 10 MXGP? J'en sais rien. Tu sais pas. Sincèrement, un top 10 aux US, je sais pas du tout. Moi, quand j'ai signé mon contrat pour aller aux US, c'était plutôt pour être sur le podium en fonction des résultats que j'avais faits et j'étais devant en MX2 en Europe. Donc, c'était un bon contrat. Après, si tu es dans les 10 en Europe, en général, déjà, t'as pas de coup de fil parce qu'ils vont plutôt prendre un Américain. Je pense qu'il faut vraiment être devant en Europe pour aller aux US. Mais c'est une bonne question. Le top 10, je ne saurais pas te dire ce qui gagne. Mais je pense que, par exemple, si on prend Anstey, à mon avis, ça doit être kiff-kiff ce qui gagne aux US et ce qui gagnerait en Europe s'il serait dans les 10. Je pense que ça doit pas être loin d'être la même chose, quoi. Mais ça, c'était avant Covid. Et Là, justement, franchement, ça a pris un coup quand même. avant Covid, un pilote comme Max Anstey, par rapport à ce qu'il a gagné, juste pour avoir un ordre d'idée, parce que nous, on se fait beaucoup de. Enfin, les personnes qui n'ont pas vécu le haut niveau ne savent pas si vraiment le motocross de haut niveau peut rémunérer quelqu'un jusqu'à sa retraite. Est-ce que toi, tu penses qu'un pilote comme Max Anstey peut arriver à vivre 5-10 ans grâce à ce qu'il a gagné sur sa petite carrière? Non. Non, pas du tout. Non, on ne se dit pas. Non, on ne se dit pas. Après, si tu prends Geyser, forcément, Keroli, forcément, peut-être jusqu'à Clément, oui.
de salle, mais après non, tu crames ce que tu gagnes. C'est des salaires qui sont bien, mais il y a aussi beaucoup de frais, les déplacements et tout ça. Donc, non, tu peux pas. Je pense que un mec qui roule en top 10, il peut pas après se dire je suis tranquille pendant 10 ans. Ça veut dire que même un pilote top 10 doit préparer son après-carrière obligatoirement parce qu'il Ouais, n'aura pas les droits. clairement, D'accord. clairement. Il faut mettre top 10 dans le foot, quoi. Hein? Il faut mettre top 10 dans le football. Bah, top 10 dans le foot, c'est sûr que t'es tranquille à un moment. Voilà. C'est sûr. Bon, Bon, ça marche, mais on arrive à l'heure de live. On va pas te déranger beaucoup plus longtemps. Arnaud, mais il reste quand même une question. Blaise, on passerait pas à la question du jour. eh ben, tiens, quand tu veux. Et si on change de format, je vais te la faire lire, du coup, parce que c'est toi qui l'as trouvée et Eh, qu'en plus, on en a un peu parlé. Elle est un peu chiante à poser vu qu'on en a déjà parlé. Alors, je te laisse l'enrober magnifiquement pour Alors, notre invité. Vas-y, bah, alors, je vais la Robert Arnaud, mais vu que en fait, j'ai déballé la question du jour avant la question du jour. Est-ce que tu penses, toi, que. Alors, on va partir pour un pilote un peu plus amateur, un pilote niveau national, niveau ligue. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné de sa carrière, quand on commence à avoir cette petite lassitude, ça vaut le coup de changer de cylindrée? Alors, de passer sur un 2,5 quand on est en 4,50 ou de passer sur un 4,50 quand on est en 2,5 ou au contraire, directement, repasser sur un 2 temps, un 125, 2,5 de temps? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce changement de cylindrée pour un petit peu redonner l'envie, redonner le boost à sa mini-carrière? ouais, c'est propre à chacun, je pense. Après, je pense que le meilleur boost pour une carrière, c'est de faire 3 mois sans moto. Et c'est là que tu te rends compte que tu kiffes vraiment ce que tu fais, que ce soit une 125 ou une 4,5 ou peu importe. C'est le fait d'arrêter un moment. Puis je me dis, putain, en fait, c'est vraiment cool. Et c'est ça qui peut redynamiser, surtout quand tu fais à ce niveau-là, amateur et tout ça. Le fait que tu fasses 3 mois sans moto, ça va pas dramatiquement changer ton niveau. Donc, ça permet tu fais un peu d'autres choses, tu fais un peu le tour, puis après, en général, tu reviens au cross, quoi. On a discuté un Parfait, peu, ça. on a un peu discuté juste, je termine avec ça, avec Marvin Musquin. Il nous disait que lui, le jour où il arrêterait la moto, il continuerait, mais jamais en compétition, juste fun, entre amis. Toi, ça serait pareil? Ouais, clairement, ouais, c'est sûr. Nous, en Suisse, on a des championnats amateurs qui sont top. On a un championnat qui s'appelle Angora, où c'est vraiment, ils ont pratiquement, je crois, 18 épreuves, je crois, dans l'année, et puis c'est sur prairie, en fait, ils font les circuits, de week-end en week-end, ils créent vraiment les pistes. La terre, c'est la folie et tout. Moi, je me vois clairement faire ce genre de truc quand je suis vieux. Tu vois, tu vas là-bas, tu fais ta course, tu fais les récits avec les potes. Et c'est le top. C'est clair que je vais pas pouvoir à 100% me couper du cross, quoi. C'est toute ma vie, donc ça restera là. Bon, c'est nickel. En tout cas, cette réponse à la question du jour, elle est d'actualité parce que tu dis d'arrêter 3 mois et tout ça. Nous, en France, vu qu'on a des confinements qu'on peut pas rouler, pour l'instant, les pilotes amateurs, ils font les breaks tout seuls. Ouais, c'est Bon, clair. le problème, c'est que chez nous, en fait, les pilotes, ils sont tellement chauds quand ils reprennent que là, ça devient n'importe quoi. Mais bon, il faut un juste milieu. Là, par contre, c'est bien de reprendre sur une 125 pour le coup. Exactement, ouais. Ça calme un peu, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup Arnaud. Il nous tarde de savoir Ouais, dans quel team tu seras l'année prochaine. On écoutera ça avec attention. ouais. Ok, cool. Bah, merci Et à vous. juste, je tiens à te préciser, Arnaud, que la dernière fois que tu as fait un live avec MX Réflexion, tu as fait une saison exceptionnelle derrière. Donc Voilà. là, tu sais ce que ça veut dire pour l'année prochaine. Exact. Il fallait ça. Il fallait ça pour me relancer. Merci beaucoup, Arnaud. C'est cool. Allez, ciao, ciao. Allez, À plus. merci. Salut. À bientôt.